Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Vous faites bien de vous connecter à la chaîne Glory Clash Channel. La Glory Clash Channel, c'est la chaîne de l'heure qui justement émet aussi bien au Cameroun et dans le monde entier. C'est l'émission C'est Culture Juridique. C'est Culture Juridique est une émission qui traite des thématiques de droit. Et aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème parlant, c'est-à-dire la décentralisation entre enchantement et désenchantement. Nous vous revenons après cette halte afin de vous présenter justement l'invité de l'émission. Merci. Pour parler de la décentralisation aujourd'hui entre enchantement et désenchantement, nous avons comme invité spécial le professeur Louis Tchatchouan, qui est justement enseignant de enseignement secondaire. Professeur, bonsoir. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous les millions d'auditeurs de la Glory Clash Channel et plus particulièrement aux téléspectateurs de Culture Juridique. Alors, professeur, on a quand même suivi comme actualité ce problème qui s'est posé à l'épreuve du baccalauréat au Cameroun. Quelle est votre position par rapport à l'actualité concernant justement le baccalauréat, l'organisation du baccalauréat au Cameroun? Oui, avant de répondre à votre préoccupation, je voudrais préciser que je suis professeur de l'enseignement normal, c'est-à-dire celui-là qui enseigne dans les écoles normales d'instituteurs, ou alors pour être plus précis, celui-là qui forme des enseignants pour l'école maternelle et l'école primaire. Je crois que c'est bien que je fasse cette précision-là. Oui, parlant des dysfonctionnements qu'il y a eu lors de la session du bac 2021, notamment la structuration des épreuves qui n'a pas respecté l'approche qui était prévue, c'est-à-dire l'approche par compétence. Et comme beaucoup ont dit, on était rentré dans l'approche par contenu. Et les élèves candidats avaient été tout au long de l'année, et même à l'épreuve 0 du baccalauréat, évalués selon l'approche par contenu ou alors par objectif, je ne sais pas trop quoi, quelle est la différence. Et subitement, les choses ne sont pas passées comme c'était attendu. Moi, à l'analyse de ce dysfonctionnement-là, moi, je crois sincèrement que c'est un sabotage. Je crois, parce que depuis qu'on suit des gens intervenir là-dessus, même les responsables du ministère des enseignements secondaires, on semble nous dire que non, il n'y a pas de différence, on va prendre toutes les dispositions. Mais moi, je crois qu'au-delà, il faut vraiment faire le vrai diagnostic. Il y a eu sabotage. Ça, c'est de mon point de vue. Si vous avez observé la session de bac 2020, il y avait eu problème. Il y avait eu fuite des épreuves. Et des fuites d'épreuves, d'après l'enquête administrative qui avait été faite au niveau du ministère de l'enseignement secondaire, justement, il avait été révélé, je peux me tromper, que ce sont les responsables de l'office du bac qui avaient filmé ces épreuves et mettre dans les réseaux sociaux. Et les élèves se sont emparés, ont partagé, les enseignants ont aidé à corriger. Mais je ne sais pas quel sens. Je crois qu'à l'époque, on avait dit qu'on avait suspendu ces 6 responsables-là pour, je crois, 3 ou 6 mois. De toutes les activités liées à l'organisation des examens de l'office du bac. Mais les candidats qui ont été reconnus coupables de fraude, parce qu'ils ont eu accès à ces épreuves-là, et même les enseignants qui ont contribué à faire des corrections ont été suspendus, je crois, pour 3 ans. Il y a ce dysfonctionnement-là. Donc ça, c'était un petit rappel pour l'année dernière. Donc revenons donc au bac session 2021. Moi, je crois que c'est un sabotage, parce que tout le monde savait qu'au bac 2021, toutes les épreuves devaient être conçues selon l'approche APC. C'est-à-dire une première partie qui concerne l'évaluation des ressources, une deuxième partie qui concerne l'évaluation des compétences. C'est-à-dire ce qu'ils appellent généralement l'AJ compétent. Mais, du coup, il était clair qu'on devait vider la banque d'épreuves de tout ce qui était ancien, puis c'est devenu obsolète, ne répondant plus aux exigences de l'APC. Pourquoi vous n'avez pas me dit qu'on n'a pas vidé? Vous n'avez pas me dit qu'on n'a pas vidé la banque des épreuves. Pourquoi ce n'est arrivé que dans certaines épreuves? Vous pouvez me dire qu'au moment où on a fait un tirage au sort pour choisir des épreuves qui étaient censées être multipliées pour envoyer dans les différents centres d'examen, les sous-centres d'examen, ils ne sont pas rendus compte que ce n'était pas l'approche par compétence, l'APC. Alors moi, il dit il y a eu sabotage quelque part. Il y a certainement, soit au niveau de l'office du bac, soit au niveau du ministère de l'enseignement secondaire, des gens qui en veulent, soit
au ministre, au professeur Nalova, soit au directeur de l'office du bac. Parce que c'est remarqué que la session du bac 2020, c'est-à-dire l'année dernière, se passe justement à l'arrivée à l'office du bac des nouveaux directeurs. Qu'est-ce qui se passe? That is a question. Alors, pour vous, quel serait donc le remède pour pouvoir justement juguler ce problème? Mais le remède, c'est déjà, il faut se poser la question. Qui est-ce qu'on envoie à l'office du bac pour travailler? Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour sélectionner ceux qui vont aller travailler à l'office du bac? Puisque je vous rappelle que c'est un démembrement des enseignements secondaires. Donc forcément, ce sont des enseignants qui sont envoyés là-bas. Qui est-ce qu'on envoie là-bas? Sur quelle base ils sont choisis? À quel moment? Parce que moi, en tant qu'enseignant, j'ai jamais suivi un appel d'offres qui disait, ou alors un appel à candidature qui demandait aux enseignants qui veulent travailler à l'office du bac de venir postuler. Je me pose donc la question, il y a peut-être à ce niveau, il faut voir les hommes. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir la façon de désigner des gens à l'office du bac, que ce soit le plus haut responsable de cet office-là, jusqu'au vigile? Comment est-ce qu'ils sont désignés? La question du profil se pose tellement. Justement, c'est une question de profil et surtout de moralité. Parce que j'imagine que ce sont des enseignants qui ont fait l'école normale, donc ils ont les ressources intellectuelles nécessaires pour y travailler. Maintenant, la moralité, il faut questionner cette moralité. Comment est-ce que l'office du bac même fonctionne? Comment est-ce que ça se gère? Moi, je crois que c'est là où il faut aller chercher les raisons de ce dysfonctionnement. Et je vous rappelle, le dysfonctionnement n'avait pas eu seulement au niveau de l'office, au niveau du bac. Même au probatoire, exactement, oui. Il y a eu des dysfonctionnements. On peut en discuter, bien évidemment. Oui, oui. Même au BPC, il y a eu, je crois, dans une épreuve, où on a demandé sur ce fond de carte de mettre certains trucs, mais il n'y a pas de fond de carte. Vous croyez que c'est un oubli simple? Soit moi, je crois qu'il y a problème de sabotage. Quelqu'un doit en vouloir soit au ministre des enseignements secondaires, actuel professeur Navalonga, soit au directeur d'office. Je crois que ou alors c'est un problème d'incompétence, tout simplement. Bon, moi, je ne pense pas que ce soit un problème d'incompétence. Pourquoi cette situation n'arrive que lorsqu'il y a un nouveau directeur à l'office du bac, il y a un nouveau ministre aux enseignements secondaires? Sur le président ministre des enseignements secondaires, il n'y a pas eu ce problème. Que ce soit Ngale Bibere Masena, que ce soit le BAPES va pas être regretté, mais moi, on n'a pas connu ce problème de dysfonctionnement. À l'office du bac, sous Zachary Batsogo, il n'y a pas eu ce dysfonctionnement. Mais quand même, sous l'égide du professeur Joseph Ououna, on avait quand même connu l'histoire des fuites d'épreuves à partir du ministère de l'enseignement secondaire. Oui, c'était des épiphénomènes. Ce n'était pas aussi grave que cette année. Parce que fuite d'épreuves, c'est vrai, mais il n'y a pas de réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux amplifient un peu ces choses-là. Vous parlez d'amplification. Oui. Proximité donc entre le citoyen et la source d'information. Bien entendu. Donc moi, je remarque, c'est une remarque personnelle, le problème, à un certain moment, on avait cru avoir stabilisé cette histoire de fuite d'épreuves, de dysfonctionnement lors d'examens. Vraiment, je vous rappelle qu'il y a des examens qui ont reçu les épreuves par WhatsApp pour multiplier. Parce que ce n'était pas prêt. Vous croyez que c'est un manque de compétences? C'était justement le canon approprié pour le faire. Non, il fallait gérer le plus pressé. Quand nous sommes sur l'égide de la cyber... oui, parce qu'à ce moment, il fallait gérer, il fallait parer au plus pressé, tout simplement. Du coup, on utilisait tous les moyens technologiques qu'on avait pour pouvoir produire des épreuves, pour que les enfants puissent composer. Il fallait d'abord gérer ça, gérer le plus pressé, peut-être avoir... Donc, quand vous regardez ça, vous vous dites, c'est les mêmes personnes qui sont là. Ce sont les mêmes personnes qui sont à l'office du bac. Ce sont les mêmes personnes qui sont au ministère des enseignements secondaires. Pourquoi ces dysfonctionnements arrivent? Aucun convoque donc l'existence d'une personne morale qui serait plus effective que la personne physique. Moi, je pense. Les mêmes personnes qui se retrouvent par moi, je pense. Personne morale, c'est-à-dire que s'il faut, Emmanuel, pousser l'analyse un peu plus loin, peut-être parce que ces nouveaux responsables sont venus rompre avec les pratiques anciennes. Et du coup, ça n'arrange pas les collaborateurs. Par conséquent, ils font tout pour saboter, pour saboter les examens. Vous savez que les examens sont sensibles. Du coup, quand c'est saboté, c'est tout le monde qui est au courant. Vous voyez que quand on parle du bac, c'est des milliers de candidats sur toute l'étendue du Cameroun. Donc, quand il y a un dysfonctionnement, ça fait forcément un grand bruit. Donc, moi, je crois que peut-être que ces nouveaux responsables ont vissé un peu, ont fermé des robinets quelque part, on ne sait pas trop quoi. Et du coup, les gens, peut-être parce qu'ils ont perdu certains privilèges, on dit, OK, on va voir.
Ok, ce sont les propos qui vous engagent. Oui, oui, c'est des supputations que je fais, peut-être pour orienter ces gens-là dans la recherche Des solutions. Des solutions, dans la recherche de solutions, dans le diagnostic même. Parce que à présent, moi, je crois qu'on n'a pas encore fait le bon diagnostic pour savoir exactement pourquoi ça n'a pas fonctionné. Parce que tout ce que le ministère secondaire a fait, c'est-à-dire essayer de dire que bon, c'était pas grave, on va tout faire pour que les enfants ne soient pas pénalisés. En fait, c'est pour sauver l'année scolaire. C'est pour sauver le bac, pour sauver le prétoire, sauver le BPC. Parce que vous imaginez, s'il fallait reprendre. Parce que beaucoup étaient pourquoi on reprend les épreuves. Je crois que je comprends un peu la démarche du ministère, pourquoi on n'a pas repris les épreuves. Parce que les enseignants n'étaient plus préparés, les enseignants n'étaient plus psychologiquement et même physiquement prêts à revenir reprendre ces épreuves-là. Et même sur le plan de la logistique, ce n'était pas facile de reproduire des nouvelles épreuves pour dispatcher dans tous les milliers de sous-centres du Cameroun. Du coup, le ministère a tout fait pour trouver un moyen, peut-être, c'est pas un palliatif pour pouvoir résoudre ce problème. C'est pour ça que moi je comprends un peu la démarche on peut comprendre la démarche du ministre qui a tout fait pour ne pas reprendre l'examen parce que les candidats n'étaient plus vraiment dans les bonnes conditions psychologiques et même physiologiques pour revenir pour y composer. Et même les moyens financiers, je crois que n'étaient pas suffisants pour pouvoir reprendre toutes ces épreuves-là. Monsieur Dumont disait donc justement au tout début des années 1960 que l'Afrique noire est mal barrée. Peut-on dire qu'au Cameroun, le milieu scolaire est également mal barré? Ben, pour le moment, on peut même dire qu'il est très mal barré. Ça, il ne faut pas se le tromper. Le système éducatif en général est un peu mal parti. Parce que vous voyez cette histoire d'embrouille dans les approches. Approche par compétence. On dit qu'ils sont allés progressivement jusqu'en classe de terminale, c'est-à-dire ça c'est la 7e année justement, je crois, si je fais bien les décomptes, que l'APC a été introduite au niveau des enseignements secondaires. Au niveau de l'enseignement du primaire et de la maternelle, je crois c'est la 2e année. Or, quand vous essayez de faire des recherches là-dessus, l'APC est né au Canada en réalité. Et dans ces pays où est né l'APC, ils sont encore en expérimentation. Malheureusement, pendant que les autres qui ont expérimenté ça sont en train même, je crois au Canada, en train même de se débarrasser de cet APC parce que ça n'a pas produit les résultats escomptés. Mais malheureusement, nous, on a embrassé ça sans vraiment évaluer pour voir la portée de cet APC-là. Parce que quand on dit l'APC, approche par compétence, ça veut dire que l'enfant au sorti de son cycle primaire ou secondaire devait être compétent, c'est-à-dire devait être capable de s'insérer dans la vie quotidienne. Mais prenez les matières, vous me dites quelles sont les matières. C'est-à-dire un enfant qui sort qui a un cours comme la philosophie ou bien comme l'histoire. Qu'est-ce que l'enfant peut bien faire après un bac, par exemple, pour s'insérer et produire des biens et services pour pouvoir subvenir dans la vie? Moi, je ne vois pas trop. Mais quand vous regardez l'APC, ça peut correspondre bien dans l'enseignement technique. Parce que là, vraiment, l'enseignement technique devait former des gens compétents. C'est-à-dire un enfant qui est sorti du lycée technique avec un bac où il fait froid et climatisation, doit être capable de s'installer, de créer une activité pour pouvoir souvenir ses besoins. Mais dans l'enseignement général, pour moi, je crois que c'était un peu trop tôt. Il faut encore réévaluer cette approche-là et réorienter ça autrement pour que ça puisse atteindre des résultats escomptés. Nous parlons donc justement de la réévaluation. Mais quand on réévalue donc justement, ou alors qu'on essaye un peu de faire l'autopsie de la décentralisation, puisque nous sommes justement pleins, mains et pieds liés justement, depuis la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996. Pour vous, qu'est-ce qu'on peut ranger en résumé en termes d'évaluation de ce processus? D'aucuns estiment que la décentralisation remonte à 2021, mais d'autres estiment que c'est depuis 1996. Pour vous, quelle est votre approche par rapport à ces deux tendances, professeur? Bon, vous savez, depuis, on peut dire sur les papiers, la décentralisation existe sur les papiers depuis 1996, consacrée par cette constitution de 1996. Mais elle a commencé à s'implémenter, parce qu'on ne peut pas dire que c'est déjà implémenté. Elle a commencé à s'implémenter véritablement en 2021. Je ne sais pas sous votre contrôle. En 2021, à travers les actes, avec l'élection des conseils régionaux et tout ce qui a suivi. Donc, ça a pris trop de temps. Et je peux même dire que c'est parce qu'on a pris trop de temps à implémenter
cette décentralisation-là qu'on a connu un certain nombre de crises, comme on connaît un certain nombre de crises, comme la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Parce que si on avait mis cette décentralisation en marche dès l'approbation de notre constitution de 96, je crois que ça aurait pu limiter un certain nombre de problèmes. Donc, s'il faut faire, moi je crois, ce n'est qu'en 2021 qu'on commence à voir une véritable implémentation. Mais professeur, avant 2021, il y avait déjà quand même l'érection des communes et des communes arrondissements comme justement collectivités territoriales décentralisées. On avait sur le papier depuis 1996 également la consécration des régions comme collectivités locales. Et bien avant 1996, nous avons depuis 1987 les communautés urbaines qui étaient également érigées comme étant des collectivités locales qui doivent être consacrées par la loi. Pour vous, ces différents degrés d'appréciation lors de la construction, de la décentralisation, n'étaient autres que des vœux pieux? Non, pas des vœux pieux. Vous savez que on a l'habitude de dire dans notre pays que les choses se mettront en place progressivement. Ah oui, on était justement en train d'appliquer ce principe-là qui voudrait que ça se mette sur pied progressivement. Mais le Camerounais lambda veut voir les retombées de cette décentralisation. C'est-à-dire, si on a érigé les délégués, on parlait des délégués du gouvernement qui est devenu le super maire, si on a, mais ce sont que des appellations. Si on a transformé les gouverneurs, comment on appelle ça, on parlait de province, en région, ce n'était qu'un processus. Mais pour le moment, est-ce que le Camerounais lambda voit vraiment les retombées de cette décentralisation? Je crois que pas plus tard que récemment, on parlait encore de la formation des élus locaux, des conseils, des membres des conseils régionaux à une bonne maîtrise de cette décentralisation. Donc, on est encore dans un processus qui n'a pas encore, selon moi, commencé à produire des fruits. C'est-à-dire qu'on arrivera à créer, c'est-à-dire où chaque région pourra vraiment s'auto-développer, mais les moyens au niveau de chaque conseil régional pour pouvoir s'auto-développer en fonction de ses difficultés, en fonction de ses réalités, en fonction de ses opportunités. Je crois qu'à ce moment-là, on aura vraiment on pourra parler d'une véritable décentralisation. Donc pour moi, pour le moment, on est encore dans un processus qui, vous vous souvenez tout récemment qu'on a affecté des fonds aux conseils régionaux. Et je crois que beaucoup avaient dit que c'est des fonds pour la mise en place. C'est-à-dire qu'on a encore, vous vous souvenez que peut-être 6 mois après, les conseils ne fonctionnaient pas encore. 10 mois après, on ne fonctionnait pas encore. Ce n'est que récemment, il y a 1 ou 2 mois, où on a débloqué les fonds pour mettre à leur disposition, pour s'implanter. Et quand vous faites une bonne lecture, vous dites que c'est peut-être seulement à partir de 2021 que les conseils régionaux vont vraiment commencer à produire les premiers résultats. Puisque beaucoup on a réformé et les conseils régionaux sont encore dans les recrutements. Après le recrutement du personnel, il va falloir les former. Ainsi de suite. Donc, vous voyez que c'est peut-être... Pour vous, on doit d'abord recruter le personnel avant... Non, je ne sais pas pour moi. J'observe que c'est ce qui est en train de se passer. Mais est-ce que ce n'est pas contradictoire à la loi camerounaise? Bon, nous sommes dans le centre. Vous qui êtes à Yaoundé, dites-moi quelles sont les raisons du conseil régional du centre. En dehors d'avoir tenu tout récemment un conseil pour voter le budget, il y a quelle réalisation qui a été implémentée? À ma connaissance, si ça m'échappe. Mais avant de réaliser, il faut quand même un personnel compétent. Justement, c'est ce que j'ai dit, que beaucoup sont encore dans le cadre, même pas si le personnel, ils sont en train de former encore les conseillers régionaux. Si. Les conseillers régionaux, on les forme. Ils vont recruter certainement le personnel. Ce sont des personnalités publiques, politiques autant pour moi, qui ne sont pas forcément justement des technocrates ou des techniciens. D'où la nécessité de la formation. D'où la nécessité de la formation. Que pensez-vous donc, pensez-vous donc justement du rôle attribué à la NASLA, la National School of Administration, qui est basée justement du côté de Boya, qui a signé l'acte de mort du CEFAM, qui a poursuivi comme objectif de former les administrateurs des administrations locales, c'est-à-dire communes et régions. Oui, c'est une bonne initiative. Sauf que moi, si j'avais été à la place de ceux qui décidaient, j'aurais créé et fait fonctionner cette école avant de mettre sur pied les conseils pour qu'on trouve un personnel déjà formé pour pouvoir travailler dans ces conseils régionaux-là. Donc c'est la raison pour laquelle ça traîne. Donc alors vous estimez que avant d'être un homme politique, on doit être un technocrate? Avant d'être
conseiller régional, il faut d'abord avoir s'arrimer au modèle de la décentralisation au Cameroun. Bien sûr. Sinon, qu'est-ce que vous partez chercher là-bas? Si vous n'êtes pas outillé, si vous n'êtes pas technocrate. C'est souvent le problème qui se pose maintenant. J'ai suivi un conseiller régional du littoral, il n'y a pas un mois. Il dit que nous sommes encore en train de nous former. Et je vous rappelle que c'était un professeur d'université, professeur de rang magistral, qui disait que nous sommes encore en train de nous former. Donc, c'est vrai, c'est louable cette formation-là. Sauf qu'on aurait pu créer cette école, vous avez parlé la NASNA avant, former des gens avant de lancer. Là, en ce moment-là, l'implémentation serait allée un peu plus vite. L'école, moi, je dis c'est une bonne initiative. Sauf que peut-être il fallait réinverser les rôles pour ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Parce que c'est l'impression que ça donne maintenant. C'est-à-dire, on est en train de mettre sur pied des conseils, on est en train de recruter des gens. Pourtant, l'école dédiée à la formation des personnels n'est pas encore véritablement opérationnelle. Vous voyez un peu. Alors, il y a quand même ce problème d'inadéquation entre la formation et l'offre en matière justement du statut des agents des collectivités locales. C'est-à-dire, d'aucuns estiment qu'il faudrait mettre sur pied une fonction publique locale qui devrait permettre aux exécutifs locaux, c'est-à-dire régions et communes, de pouvoir avoir un personnel compétent qui pourrait justement définir des stratégies de développement pour encourager les collectivités locales à pouvoir justement atteindre la dynamique des collectivités autonomes. Quelle est votre appréciation par rapport à cette tendance? Non, avant de... La dynamique sur pied d'une fonction publique locale. Vous voyez, je vais revenir un peu en arrière. Vous voyez, ces derniers jours, s'ils circulent dans les journaux, dans les réseaux sociaux, le nom de presque 600 fonctionnaires du ministère des enseignements secondaires qui seraient à l'étranger et qui émergeraient encore dans les caisses de l'État avec la complicité des proviseurs. Vous voyez donc, si on avait une fonction publique locale, on maîtriserait davantage ces situations-là. Parce que vous voyez, malgré les 600, il y a des erreurs. Je connais quelqu'un qui est là, qui est même suivant dans un lycée du côté de l'Ouest Cameroun et qui a le nom à l'intérieur. Pourtant, elle est en poste. Elle est au lycée tous les jours, du matin jusqu'au soir. Bon, maintenant, je connais aussi des gens qui ne sont pas là. J'ai suivi des gens qui disent qu'il y a des gens qui ne sont pas là, mais il n'y a pas leur nom à l'intérieur. Parce que justement, à un certain moment, on ne sait même plus qui devait être où. Et je crois que ça, c'était l'objectif poursuivi par CJPES qui était lancé en son temps. Par Gaga Mandji. C'est-à-dire, c'était... Il y avait l'opération Antilope. Non, oui, l'Antilope ne résolvait pas le problème. Il y a eu CJPES 1 et 2. Un qui n'a pas marché, on a lancé 2 qui n'ont pas marché. Mais parce qu'en réalité, Charles, Emmanuel, comme vous en avez dit, c'est que les gens ont torpillé ce système. Parce que dans le système CJPES, ça devait être déjà un peu même cette fonction publique locale. C'est-à-dire qu'on devait, à partir du ministère, savoir exactement où se trouve chaque fonctionnaire. C'est-à-dire, on tape votre nom au système CJPES, il définit, il dit où vous êtes, votre poste de travail. Mais je ne crois pas. Ça, je ne crois pas que, présentement, si vous avez la fonction publique, vous devez donner un fonctionnaire capable de vous dire, à partir de la fonction publique, où est, dans quel coin de la République ce fonctionnaire travaille. Je ne pense pas. Vous voyez, on parle même déjà des CJPES 3. Justement, parce que les gens ont torpillé ce système-là. Parce que Gaga Aman, quand il lançait ce CJPES en son temps, il était question que si à un moment on a besoin peut-être d'un ingénieur agronome pour réaliser une tâche, je ne sais pas, à Kousséri, qu'on tape dans la machine, la liste des ingénieurs qui travaillent dans la zone, ils vont choisir quelqu'un qui est déjà sur place. Les gens ont torpillé ça. Vous savez comment se passent les propositions chez nous. Professeur. Donc, pour revenir donc à votre préoccupation, je pense que si on met sur pied une véritable fonction publique locale, ça pouvait être un début de solution à ces problèmes de personnes qui émergent dans les caisses d'État sans être en poste. Et je dois vous rappeler, les journaux, parce que les journaux sont publiés sans recouper, beaucoup de ces gens ne sont même pas à l'étranger. Il dit beaucoup de ces fonctionnaires ne sont pas forcément à l'étranger. Donc vous se retrouverez où? À Yaoundé et à Douala. Ils font quoi? Mais ils font dans d'autres activités, mais vont émerger dans leur poste de travail dans les coins reculés du pays. Ça, c'est pas du détournement? C'est du détournement tout simplement. Donc vous dites que même quand je ne serais pas surpris que dans les presque 600 employés par le ministère des enseignements secondaires, qu'il n'y ait même pas 200 qui soient à l'étranger. Qu'il y ait même 200, il n'y a même pas 200. Donc beaucoup sont là, ça dit qu'est-ce que les gars font? Ils vont prendre service
comme le ministre a dit elle-même, négocier avec le proviseur et puis il se partage le salaire. Certains qui sont encore consciencieux, ça c'est une réalité, prennent un vacataire qui gère. C'est-à-dire qu'ils prennent un vacataire qui fait le quoi à sa place, ils payent le vacataire à la fin du mois et ils payent le proviseur pour la couverture. C'est la preuve. Quand il y a un recensement, tous ces gens-là sont là. Professeur, nous sommes en train de sortir de cette émission. Alors, s'il y avait un dernier mot, une conclusion à donner ou alors des perspectives à donner, quelles seraient les vôtres pour pouvoir donner la possibilité au pouvoir public camerounais davantage de définir des politiques publiques en matière de décentralisation au Cameroun? Non, si j'avais un dernier mot à dire, c'est que c'est-à-dire que le processus de mise en place de cette décentralisation, même comme elle a commencé très tard et qu'elle a pris du temps, qu'elle aille jusqu'au bout. Et qu'on mette sur pied, comme vous avez dit tout à l'heure, une véritable fonction publique locale. Ça va résoudre beaucoup de problèmes. Je crois que si on mettrait sur pied une véritable fonction publique locale, ça permettrait aux conseils régionaux parce que c'est le conseil qui maîtrise les priorités. Vous ne pouvez pas être à Yaoundé et connaître les priorités d'un monsieur qui a, c'est pas, à Batouri ou à Kolofata. On ne peut pas maîtriser. Ça permet au conseil de maîtriser, de toucher du doigt les problèmes, de recenser les problèmes réels, de les classer par ordre de priorité et certainement de trouver les moyens pour pouvoir les résoudre. Ça résoudrait même le problème de ces gens qui sont en poste, qui prennent service et qui ne travaillent pas et en complicité avec le proviseur perçoivent leur salaire à la fin du mois. Donc je pense qu'il serait souhaitable d'accélérer le processus de mise en place de la décentralisation et d'évoluer vers la mise en place d'une véritable fonction publique locale. Ça va certainement résoudre un certain nombre de problèmes de définition des priorités et de développement. C'est-à-dire que chaque conseil devra choisir pour le développement en fonction de ses réalités, en fonction de ses opportunités et en fonction de ses objectifs. Et même dans la formation. Parce que s'il faut former des gens, il faut former des gens qu'on doit espérer intégrer sur place. C'est-à-dire qu'il faut véritablement rendre cet APC opérationnel. C'est-à-dire que chaque conseil définit les priorités et en fonction de ça, ils orienteront l'APC, l'approche par compétence dans ce sens-là, pour rendre les élèves au sortir de l'école beaucoup plus compétents, pour pouvoir s'insérer sur place et créer des emplois. Ces cultures juridiques de ce jour qui entrent définitivement en gare. Nous saluons ici la charmante équipe qui nous accompagne cet après-midi. Nous disons merci au directeur de la Glory Crash Channel qui nous a fait confiance, y compris bien évidemment ses différents collaborateurs et surtout justement le superviseur général de cette émission qui nous écoute quelque part. Bon après-midi et au revoir.